Je vais vous parler d'un sujet que j'adore, les origines de la famille dysfonctionnelle. Alors, je ne sais pas du tout dans quelle famille vous êtes nés, vous. Moi, je viens d'une famille absolument formidable. Une famille où le mot addiction pourrait s'écrire A, trait d'union, diction. Oui, une famille où motus, bouche cousue si vous préférez. On ne dit rien. Le silence est d'or. Dans les familles formidables, un paradoxe est de mise. Plus l'enfant souffre, et moins on en parle. C'est un petit peu comme avoir un éléphant rose à pois vert au milieu de son salon, dont on doit absolument taire la présence. Et oui, dans les familles formidables, je vois que vous hochez de la tête, on ne confronte pas, on ne dérange pas. Et puis comme on a souvent honte, on se tait, on est discret, on s'adapte. Le décor est bien planté, l'image renvoyée est lisse. Du coup, l'enfant n'a aucun moyen de crier son malaise, ses affects. Il a appris à dissimuler son chagrin, sa colère, sa tristesse. Pour survivre, sa plaie est à l'intérieur, comme sa solitude. Alors, comment guérir de cette terrible blessure d'abandon? Quel serait le meilleur pansement pour cet enfant avant qu'il ne trouve le sucre, avant qu'il ne trouve aujourd'hui les écrans, avant qu'il ne trouve l'automutilation parfois, les troubles de comportement alimentaire, la cigarette, l'alcool, les drogues? Eh bien, c'est de dissocier, de se déconnecter, d'être dans la lune si vous préférez, d'utiliser un outil que j'appelle le même pas mal. C'est génial le même pas mal pour traverser une enfance où on est seul. J'ai constaté que ces comportements d'évitement amènent ce type de personnalité à avoir, comme on dit les psys, des conduites à risque. Constatation étayée par un monsieur très intéressant que je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait, Pierre Gagnepin. Il est chercheur à l'INSERM et il a montré comment le cerveau régule l'accès de certains souvenirs pour tout simplement favoriser une certaine résilience et notre adaptation, dont on a bien sûr tous besoin. Mon expérience depuis près de 30 ans maintenant que je fais ce métier avec les addicts que j'adore, m'a permis de développer un programme, un mode d'emploi pour aller mieux. Parce qu'au-delà de la prise en charge médicale et parfois psychiatrique, il leur faut un mode d'emploi pour aller mieux. Un mode d'emploi simple, précis, qui en quelques lignes se résume dans la recherche de ce qui s'est passé, comment on le reproduit, malgré de désastreuses conséquences. Et on le sait, pour ceux qui sont parents, on le reproduit. On se dit « je ne le ferai jamais » et on le refait. Et comme Mark Twain a dit, l'auteur de Tom Sawyer, s'il y a des aficionados dans la salle, l'histoire se répète pas, mais elle bégaye singulièrement. Donc pour pas que cela se produise, eh bien, il faut identifier les mécanismes de défense mis en place lors du souvenir trop souffrant, le même pas mal si vous préférez. Et une fois qu'on a identifié ces mécanismes de défense, on réalise qu'ils sont eux-mêmes connectés à tout un tas de systèmes de croyances, une espèce d'iCloud au-dessus. Lui-même baigné dans une mer, dans un océan de peur. On y reviendra tout à l'heure. Tout ça, ça peut arriver grâce au groupe. Alors, j'ai rien inventé. Les Américains ont compris avec Alcoholics Anonymous. Je me détruis, on se rétablit. Ici, il s'agit de groupes thérapeutiques, car c'est dans le groupe que le déni du traumatisme se meurt et que la lumière de l'histoire personnelle peut enfin jaillir. En effet, c'est dans le groupe que je vais entendre ton partage et je vais me dire « mais oh, c'est bizarre ton histoire ». Et puis ensuite « ah mais toi aussi, tu viens d'une famille formidable, moi aussi, ah toi aussi ». Voilà, on va commencer à s'identifier et on va pouvoir se réparer, on va pouvoir connecter. La connexion, c'est l'antidote de l'addiction. L'addict est quelqu'un de très seul, très très seul. Tout ça c'est bien beau, mais il va falloir une chose, il va falloir changer. Et vous voyez, changer ou résister au changement, that is the question. Changer c'est très très simple, c'est la résistance à changer qu'ils mettent qui est compliquée. Or,
c'est dans le changement, c'est dans cette métamorphose qu'ils peuvent enfin se connecter à leurs besoins, à leurs émotions, à eux-mêmes et aux autres. Il y a un côté pédagogique très important dans la prise en charge des addictions, car l'addiction, c'est une maladie du cerveau, une maladie chronique, complexe, qui résulte d'une interaction entre des facteurs physiologiques, dopamine, sérotonine. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'addicto. Le système de récompense, ça s'appelle, chez un addict, est complètement vrillé. Chez quelqu'un qui n'est pas addict, il va en prendre un, il va s'arrêter. Moi, je ne m'arrête pas. J'en prends un. Un, c'est bien, mais 25, c'est beaucoup mieux. D'accord ? Donc, il y a ce côté physiologique qui est évident. Il y a aussi l'ADN. Il y a des prédispositions génétiques. Elles sont irréfutables. Mais elles ne sont pas que génétiques. Il y a aussi les facteurs psychologiques, dépression, addiction. Ça va main dans la main, très souvent. Troubles de la personnalité, il y en a. Stress post-traumatique. On a quand même 2 guerres mondiales derrière nous, je rappelle simplement. Et puis l'influence sociale, l'influence familiale, le stress social, la pression des pairs. On ne peut pas parler addiction sans parler hypersensibilité, sans parler yo-yo, dépression, hyperactivité, sans parler train mental qui va à 200 à l'heure. Ils ne sont pas dans le présent, les addicts. Quand je leur dis il y a 2 jours de la semaine dont il ne faut pas vous soucier, hier et demain, ils sont tous complètement waouh. Donc, le moment présent, vraiment insister là-dessus. Et puis, des troubles autistiques parfois. C'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner par un psychiatre qui connaît l'addiction. Et puis, on ne peut pas parler addiction sans parler gestion des émotions. Alors, le docteur Loewenstein, que j'adore, dit dans son livre « C'est la maladie des émotions ». Moi, je suis pas d'accord avec William. C'est la maladie des gens qui gèrent mal leurs émotions. Demandez à un addict quand il a bu, pourquoi t'as bu. Il était content. Et pourquoi t'as bu? Parce que j'étais triste. De toute façon, il fait beau, on boit. Il fait pas beau, on boit. D'accord? C'est une mauvaise gestion des émotions. Mais oui. Et puis, on parle addiction, on parle récidive. On a dit maladie chronique. Récidive, il y en aura. Alors, il y en a qui en ont pas, tant mieux. Mais il y en a souvent. Et elles sont souvent un tremplin vers l'acceptation de cette maladie et la faculté de dire 2 mots. 2 mots qui leur fait mal à la bouche. Aidez-moi. 2 mots très compliqués pour un addict, parce qu'un addict, c'est quelqu'un qui est différemment câblé. Je vais prendre les feux rouges. Le feu rouge, le feu de circulation. On est à Nice, on va imaginer tous, là, quand vous sortez sur vos téléphones, casse, la plus grande banque de Nice, des malfrats ont braqué la plus grande banque de Nice, et pour se sauver plus vite en Italie, ils ont déréglé tous les feux de la circulation, tous les feux au vert. Yes, trop bien. Ben moi, j'ai plus de feu rouge. Ou j'en ai jamais eu, je sais pas. Je sais pas si je suis née addict ou si je suis devenue, et je m'en fous, parce que ça, c'est le chien qui se mord la queue. D'accord ? Quand je prends un produit stupéfiant, quel qu'il soit, tous les feux sont verts, c'est la fête. C'est nos limites. Et je pense à mon mari, par exemple. Mon mari, lui, il a tous les feux. Vert, orange, rouge. On va au restaurant, il prend un verre de vin, alors à part avoir les yeux rivés sur son verre de vin pendant tout le repas, à la fin du repas, comme il ne finit pas son verre, il ne le finit pratiquement jamais, je lui dis « Philibert, il est pas bon ton vin ?» Et il me répond, cette phrase qui ne cesse de m'interpeller, « Non, je commence à le sentir, et puis je conduis. » Mais moi, c'est quand je commençais à le sentir, même si je conduisais, que j'en voulais un autre. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai pu me mentir ? Qu'est-ce que j'ai pu mentir, de toute façon ? Et oui, c'est la maladie du déni, la maladie qui te dit « t'as pas de maladie, t'es pas pareil ». D'accord ? Demandez à un alcoolique qui a bu quand il a bu. Je suis sûre que vous en avez un dans votre entourage. « T'as bu ?»« Mais non, pourquoi tu dis ça ?» Il vous dira « j'ai pas bu ». Et puis, la cerise sur le gâteau, l'ego. Ben oui, ils ont tous un ego surdimensionné, avec une estime de soi au ras des pâquerettes. Ça fait un stretch quand même quand on se lève le matin. Pourquoi je dis ça ? Parce que tous, je dois leur expliquer la différence entre égocentré et égoïste. Ils ne la font pas. Une fois qu'ils réalisent qu'ils sont le nombril de leur petit monde, il faut aussi qu'ils réalisent qu'ils ne s'aiment pas vraiment et qu'il serait temps de commencer à faire les choses pour eux,
Pas pour séduire, pas pour plaire, pas pour éviter le conflit. Il faut qu'ils deviennent la personne la plus importante de leur vie. C'est essentiel, c'est essentiel. Or, ils sont truffés de peur. Ils ont peur de dire non merci, je peux pas, parce que tu vas plus m'aimer là. Et comme ils ne s'aiment pas, moi le mot peur, j'en ai fait un acronyme. C'est une perception erronée d'un univers risqué. Et oui, c'est complètement risqué de tout à fait payer ses impôts. On va avoir moins d'argent sur son compte. C'est très risqué. Il va y avoir des conséquences. Les addicts n'aiment pas les conséquences. Ils habitent à Disneyland. Ça va être risqué de te dire non, alors que j'ai pas envie de t'accompagner quelque part. Peut-être tu vas plus m'aimer. Il va y avoir des conséquences. Je pense à mon papa quand je vous dis ça. Je pense à mon papa qui était dépressif. Peut-être alcoolique aussi, il en est mort. Alcoolique mondain, comme vous dites en France. Moi, j'ai passé les 15 premières années de ma sobriété en Californie, donc je sais qu'il n'y a pas d'alcoolique mondain. Eh bien, cet homme, je pense qu'il n'a pas eu peur de mourir, il a eu peur de rien du tout. Et cet homme, il n'a pas été élevé d'un niveau de conscience à un autre. On ne lui a pas dit « je t'aime », on ne lui a pas dit « c'est bien », on ne lui a pas dit « bravo ». Donc, comment est-ce qu'il pouvait transmettre quelque chose qu'il n'avait pas reçu? Il ne pouvait pas. Et du coup, j'ai longtemps fait des choses qui n'étaient pas moi, juste pour être vue, comme l'autre là. Et oui, c'est des caméléons, les addicts. Ils sont très très forts. Ils sont super forts. C'est les champions du caméléon. Je vais vous faire une autre confidence. J'ai longtemps été la personne que je pensais que vous voyez que je sois, en une seconde. J'ai longtemps fait des mises en scène, j'ai longtemps porté des masques, j'ai longtemps été quelqu'un d'autre. Et avant que je pose mon verre, avant que je parte en Californie, passer les 15 premières années de mon abstinence, avant de reprendre mes études, avant d'être véritablement moi, j'étais qui je voulais que vous auriez aimé que je sois. Et le jour où j'ai touché mon fond, j'ai pu enfin me regarder dans une glace et me dire, et je vous le souhaite tous, je t'aime, sincèrement. Pardon, c'est la pause émotion. Mon papa, l'entourage de l'addict, ceux qui s'occupent des autres, comme ça ils ne s'occupent pas d'eux non plus. Eux aussi, il faut les prendre en considération. Surtout quand le dépendant arrive chez moi, indépendant, c'est pas indépendant. Par contre, quand ça arrive chez moi, au bout de quelques mois, ça devient indépendant. Et là, la famille, ils sont paumés. Parce qu'eux aussi, ils ont eu des comportements d'adaptation. C'est pas grave, ça va s'arranger, t'en fais pas. C'est des petits assistants. Hein. Et du coup, on n'a plus besoin d'eux. Ils sont paumés dans cette nouvelle dynamique. Il faut les aider aussi. La codépendance, ça se soigne aussi. Vous l'avez compris, si on ne s'occupe pas de ce qui est en dessous de l'iceberg, quand on traite les addictions, on passe à côté de quelque chose. Et là, j'ai demandé à Laurent Carilla si je pouvais utiliser son livre. Il est très bien d'ailleurs, ce jeune homme, c'est un psychiatre. L'arbre addict. Voilà le problème des addicts. C'est pas du tout ça. Ça, on l'enlève. Quand on vient chez moi, on en a marre d'en avoir marre. On arrête. Maintenant, il faut s'occuper de tout ça. Parce que sinon, rien ne change si rien ne change. D'accord ? Mais si je change, tout change. Et je vais vous dire un dernier truc. C'est pas ce qui s'est passé qui est important dans ma vie. C'est ce que j'en ai fait. Dégager l'éléphant du salon. Je suis sur la route de la sobriété depuis le 6 janvier 1994 et ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Laissez-moi le dire tout de suite. Mais le seul truc que j'ai jamais essayé de faire, c'est de changer. 1 milliard d'enfants subissent une forme de maltraitance selon l'OMS. 30 à 50% des familles seraient dysfonctionnelles. Je vois vos têtes là. Peut-être que vous venez vous aussi d'une famille formidable après tout. Je ne sais pas, à vous de voir. Moi, je le sais. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais utiliser les mots de Sénèque pour ça. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Merci de m'avoir écouté.